Bonjour, bienvenue dans cette édition de Géopolitis. C'est un espace immense, grand comme 6 fois la France. Avec le Proche et le Moyen-Orient, le Sahel est aujourd'hui sans doute une des régions les plus instables de la planète. En Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad, dans le nord du Nigeria, des territoires entiers échappent à la souveraineté des États. L'espace sahélien est ainsi devenu le sanctuaire de groupes de toutes sortes, plus ou moins islamistes, plus ou moins mafieux, pour qui le désert n'a pas de frontières. Carrefour de 1000 trafics, armes, drogues, cigarettes, trafic d'êtres humains trimballés vers le nord et les rives de la Méditerranée. À la faiblesse des États, au terrorisme, à la misère, se superposent encore les ingérences étrangères pour le contrôle des ressources en matières premières. Le Sahel est aujourd'hui une bombe à retardement qui menace l'ensemble du Maghreb et une bonne partie de l'Afrique, et il faudra sans doute des réponses autres que militaires pour éviter l'explosion. Sahel. En arabe, cela signifie rivage. Une bande de terre semi-aride qui traverse l'Afrique, de l'Atlantique à la mer Rouge. C'est la zone de transition entre les sables du Sahara au nord et l'Afrique plus verte au sud. Un territoire immense qui s'étend sur 3 millions de kilomètres carrés, à cheval sur la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, et dans une moindre mesure, le nord du Nigeria, le Burkina Faso, l'extrême sud de l'Algérie et le Sénégal. 100 millions d'êtres humains vivent ou survivent dans la bande sahélienne. Et on y trouve les taux de fécondité les plus élevés du globe. En tête de liste, le Niger, avec 7,5 enfants par femme, potentiellement une bombe démographique. La pauvreté y fait des ravages. Les pays du Sahel sont parmi les plus pauvres du monde. Les populations, soumises aux aléas climatiques, sombrent facilement dans la misère. Géographiquement bien défini, l'espace du Sahel est plus difficile à délimiter sur le plan géopolitique, car ce territoire se situe au carrefour de nombreuses crises qui se déversent par-delà les frontières des États, incapables d'administrer les vastes étendues de leur territoire. Les frontières, tracées à la règle par les puissances coloniales, sont poreuses au trafic en tout genre. Un contexte idéal pour les nombreux groupes non étatiques qui ont investi la région. Ils menacent au nord la stabilité du Maghreb et celle d'une bonne partie de l'Afrique, au sud de la zone sahélo-saharienne. Bonjour Mahmoud Mohamedou. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, directeur adjoint du Centre de politique et de sécurité de Genève. Ces frontières tracées à la règle, on vient de le voir, la ressemblance est frappante avec les frontières du Moyen-Orient. Oui, c'est le même problème, c'est l'héritage colonial. Alors, bien entendu, on a la performance post-coloniale d'États qui sont dans la dépossession, dans l'autoritarisme, dans la mauvaise gestion. Tout ceci est connu. Mais on ne doit pas oublier et sauter rapidement l'épisode colonial qui, effectivement, commence par faire un dessin arbitraire. Et les conséquences qui vont émerger quelques décennies plus tard, ou même très rapidement, dès les années 60, ce sont des problèmes entre les communautés, entre les différentes orientations, mais aussi entre ce qui va émerger comme étant une logique de communauté. Et 10 ans, 20 ans plus tard, lorsqu'on voit ces foyers de tension devenir des sites d'insécurité, on se doit de revenir vers la question fondamentale qui est la question coloniale. Est-ce que vous diriez que ces États du Sahel, beaucoup ont connu des coups d'État militaires, des rébellions, Touareg au sud du Sahara, rébellions aussi au nord du Tchad, est-ce que vous diriez que ces États ont manqué le virage de la décolonisation ? Alors, effectivement, on entend cette phrase régulièrement. Elle est vraie, elle est juste. Ils l'ont manqué en ce sens que 40 ans plus tard, nous n'avons pas encore un certain nombre d'États viables qui performent et qui agissent en ce sens. Mais à nouveau, on se doit de savoir quel a été le crime initial ou la faute initiale qui a été un départ dont les dés étaient pipés dès le départ. Vous avez une situation dans laquelle la performance de ces États est mise sur un biais qui est déjà clientéliste, qui est déjà dans une capacité qui est carente, et donc nous avons effectivement, inévitablement, quelque chose qui est presque programmé. Et puis avec des États aussi qui, aux confins de leur territoire, sont incapables d'assumer leur pouvoir régalien. Tout à fait, et ça je pense que c'est le point fondamental, c'est-à-dire que, ultimement, lorsqu'on parle de construction d'État, d'État moderne, d'État viable simplement, il faut être en mesure d'avoir un certain nombre de points qui sont assurés. Le point essentiel, c'est ce qu'on appelle la projection de la force étatique, c'est-à-dire le contrôle physiquement de ces frontières. Là, ce n'est pas le cas, on a un territoire énorme,
énormes, on vient de le voir, dont les confins sont une bande, sont des limes, comme on dirait, et donc pour des États qui ne sont pas en mesure de jouer ce rôle, voilà que se rajoute une difficulté de plus par rapport à la projection de la capitale, entre la capitale et la frontière, mettre des points de relais face à des groupes armés, par exemple, qui manifestent constamment plus de présence, de projection, de transnationalisme dans un espace comme le Sahel. Là, ça devient un réel défi. Et puis, il y a eu l'effondrement du régime libyen, du régime Kadhafi, et le chaos de la Libye s'est en quelque sorte déversé sur cette zone sahélienne. Tout à fait. Le terme, c'est vraiment ça. Il y a eu un déversement insécuritaire. On ne dira jamais assez l'importance du fait de la crise libyenne, le vortex sécuritaire, l'intervention, plus la crise, plus le rôle des milices, c'est du jour au lendemain retrouvé dans une région qui est littéralement voisine, qui avait déjà des soupapes et des contacts, puisque nous avons eu un certain nombre de groupes Touaregs qui avaient déjà émigré dans la Libye de Kadhafi pendant un certain nombre d'années, comme base arrière pour se redéployer. Voilà que maintenant tout ceci s'enchevêtre dans une logique de vortex, littéralement, et le Sahel accélère son insécurité dans cette période, entre les 5 premières années des 2010, par exemple. Et puis, en 2012, il y a 4 ans, les groupes djihadistes s'emparent du nord du Mali, de la perle du désert, Tombouctou. On regarde ça en images, et puis on se retrouve juste après. À Tombouctou, à Gao, à Kidal, durant l'été 2012, on coupe la main des voleurs. On y fouette les couples adultères. Le nord du Mali est tombé aux mains des factions djihadistes et touaregs. À la demande du gouvernement malien aux abois, les armées françaises interviennent en janvier 2013. Elles stoppent l'avancée des rebelles vers le sud. L'État malien échappe de justesse à l'effondrement. Les assaillants sont chassés des villes, mais ils n'ont pas été vaincus. 3500 militaires français sont donc déployés au Mali depuis 4 ans. Ils sont appuyés par la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Elle mobilise 12 000 hommes, des Africains principalement. 17 casques bleus ont perdu la vie au Sahel depuis le début de l'année 2016, ce qui fait de cette mission des Nations Unies une des plus meurtrières. Les Américains, eux aussi, sont là, ils ont dépêché des instructeurs et participent au contrôle des frontières à l'aide de drones. La présence militaire internationale n'a pas empêché une série d'attaques revendiquées par les groupes djihadistes. En 2013, Al-Qaïda au Maghreb islamique avait signé une première opération spectaculaire sur le site gazier d'In Amenas, dans le Sahara algérien. Plus de 600 employés retenus en otage. 37 avaient été tués et 29 djihadistes lors de l'intervention des forces spéciales algériennes. Quelques mois plus tard, c'était au tour du groupe industriel français Areva d'être visé à Arlit, au Niger, ainsi qu'une caserne à Agadez. Un double attentat suicide revendiqué par le Moujao, mouvement pour l'unité du djihad en Afrique de l'Ouest. Les gisements d'Arlit et d'Imouraren fournissent à la France près de 50% de son uranium. Juin 2015, attaque de Boko Haram au sud Niger, suivie d'une autre dans la capitale du Tchad, N'Djamena, plus de 70 victimes. Novembre 2015, 22 morts dans l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Janvier 2016, 30 victimes au cœur de la capitale du Burkina Faso. Et en mars, AQMI frappait la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. 19 morts. Qu'il s'agisse des groupes d'inspiration salafiste ou qu'il s'agisse des rebelles séparatistes touaregs, tous profitent de la faiblesse des États et de leur incapacité à sécuriser leurs frontières. Tous ces groupes prolifèrent aussi sur la misère de populations abandonnées à leur sort. La percée et l'évolution de Boko Haram, au nord du Nigeria, est à cet égard exemplaire. Pour comprendre comment la secte est devenue un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde, il faut se rendre dans le nord-est du Nigeria, dans la capitale de l'État du Borno, à Maiduguri, le berceau de Boko Haram. Ici, les lois islamiques de la charia sont en vigueur depuis le XIe siècle. Mais leur champ d'application n'a cessé de diminuer ou de s'étendre au gré des aléas de l'histoire. Avec le retour de la démocratie en 1999, la population espère la fin de la corruption généralisée des élites
et une meilleure répartition des richesses. Pour moraliser la vie politique, la majorité musulmane du nord du pays souhaite voir la charia appliquée plus strictement. Boko Haram va s'appuyer sur cette revendication populaire pour émerger et s'accroître. Cette thèse selon laquelle l'islamisme radical naîtrait sur le terreau de la misère, de la marginalisation politique, vous la partagez ? Non, c'est un raccourci qui est très présent. À l'évidence, nous avons ce facteur dans une grande collection de facteurs de la radicalisation, mais la violence politique est un phénomène éminemment politique. Il se nourrit de l'injustice, il se nourrit de la dépossession qui est économique, et donc elle lui donne effectivement, on peut utiliser le terme terreau, inévitablement ça le fait, mais on ne peut pas rester simplement sur ce biais comme on l'a trop souvent fait. Il y a des dimensions beaucoup plus larges qui ont à voir avec la dépossession qui se joue socialement, qui se joue politiquement. Et notre grille de lecture qui labellise tous ces mouvements du Sahel islamistes, djihadistes, elle est correcte ? Alors, c'est un autre raccourci. Ils le sont. Ce sont des mouvements islamistes, indéniablement. C'est leur idéologie, c'est une idéologie radicale qui instrumentalise le fait religieux, on le sait, mais le problème de rester cantonné, arc-bouté sur cette lecture, et simplement cette lecture, c'est qu'on aboutit effectivement à une vision réductionniste. On ne verrait qu'un discours religieux qui est un discours pseudo-religieux, on doit insister, qui est une théâtralisation de la religion, là où en réalité les motivations sont souvent pécuniaires, politiques, sociétales, gangstéro-religieuses, on a envie de dire. Tout ceci se mélange là-dedans. Pourquoi simplement donner préférence à ce biais, alors qu'en réalité, les premières victimes sont souvent des musulmans eux-mêmes dans ce cas-là. Il y a des connexions opérationnelles entre tous ces mouvements du Sahel, Moujao, Ansardine, AQMI, Boko Haram ? Tout à fait. Alors là, on est dans une espèce d'explosion de ces mouvements ces 10-15 dernières années, avec une accélération depuis 2010. Nous avons des groupes qui se forment dans des logiques locales, régionales, on dira. AQMI, au départ un groupe algérien qui se déverse. Ansar al-Din, le Moujao, Al-Muwaqi'un bid-Dam, c'est-à-dire les signataires par le sang. Tous ces groupes qui sont là. Mais de plus en plus, ils ont une vision planétarisée. Et ils font le lien avec qui ? Eh bien, avec les grands groupes, l'État islamique, au départ Al-Qaïda, bien entendu, et puis son successeur, l'État islamique au Levant, qui les inspire de par la puissance de ce qu'ils organisent, de par leur force de frappe, et une matrice d'organisation qui est beaucoup plus professionnelle, qui les attire fondamentalement. La France mobilise depuis 4 ans 3500 hommes dans le Sahel, les Nations Unies près de 12 000. Est-ce que vous considérez cette intervention internationale comme légitime ? Alors, légitime, elle l'est en ce sens que les Maliens l'ont demandé. Au point constitutionnel, la question est réglée. Mais légitime, plus en avant, et surtout efficace. Est-ce qu'elle est utile, alors ? Alors, l'utilité, non. Je crois que les interventions militaires qu'on a trop souvent connues ont été problématiques. Et on se doit de regarder la chose droit dans les yeux aujourd'hui et voir où nous en sommes. Cette intervention n'a pas vraiment réglé les choses. L'insécurité persiste. Un hôtel à Bamako pris en otage avec 20 tués, 22 morts, 170... Des attaques dans le désert quasi quotidiennes, régulières, en tout cas. La MINUSMA, donc l'insécurité est là, les groupes ont proliféré, 2 nouveaux groupes se sont rajoutés, le développement étatique, la transition malienne et avance qu'à un, beaucoup plus avec des difficultés, mais fondamentalement, est-ce que la réponse militaire résout des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes de construction de l'État, comme on disait? Je dirais non. On a vu cet échec de l'interventionnisme ailleurs. Alors, on est bref, mais quelle solution si la solution n'est pas militaire dans le Sahel ? La construction de l'État. On ne le dit pas assez, ça semble simple, mais c'est vraiment la chose fondamentale. C'est-à-dire la capacitation des institutions étatiques qui est attendue dans cette grande région depuis les années 60, c'est-à-dire la représentativité, la démocratie, si on peut dire, faire vite, mais surtout fondamentalement des institutions étatiques viables qui auraient la capacité de répondre, voire de manière sécuritaire. Sinon, nous avons des États qui sont sous perfusion ad aeternam, et eux-mêmes sont les perdants. Donc c'est au niveau de ces populations et de ces États que se trouve l'équation, à mon sens. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. À bientôt. Merci bien. Pour préparer cette émission, nous avons lu bien sûr « La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara », paru en 2013 aux éditions La Découverte, avec un chapitre de notre invité Mahmoud Ould Mohamedou. Timbuktu, le film magnifique d'Abderrahmane Sissako, meilleur film de la cérémonie des Césars 2015 et qui raconte la vie à Tombouctou investie
par les groupes djihadistes. Nous avons lu aussi Africanistan, l'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues de Serge Michailov, paru chez Fayard en octobre 2015. Enfin, je vous invite à revoir sur le site de Géopolitis Agonie du Sahel. C'est un reportage de temps présent au moment de la terrible famine de 1984. Un grand merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé cette émission. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir Hubert Védrine dans Géopolitis. L'ancien ministre des Affaires étrangères nous livrera sa vision pour sauver l'Europe, une Europe qui va mal, incapable de répondre à la colère des peuples. Géopolitis, même jour, même heure, sur RTS et TV5 Monde. Très belle semaine à vous tous. À bientôt.